Bonjour à tous, bienvenue dans la conférence Réinvention 360 organisée par My Private Coach. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir nos trois expertes en nutrition, Magali, Myriam et Véronique, pour une discussion autour des clés pour reprendre en main son alimentation et sa santé sans se priver. Alors, ces derniers mois ont changé les habitudes alimentaires de beaucoup d'entre vous. Certains ont découvert la cuisine, d'autres se sont nourris de junk food et revivent dans la réouverture des restaurants, depuis la réouverture des restaurants. À quelques jours de l'été, beaucoup ressentent le besoin de retrouver un rythme plus sain, un rythme de vie, un rythme de nourriture. Et ce rythme de vie passe par une meilleure alimentation, une alimentation plus juste et qui évite les fringales et les excès. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais très rapidement présenter nos intervenantes et elles pourront par la suite vous en dire un peu plus sur elles. Magali Chassard, que vous voyez sur l'écran, est certifiée en nutrithérapie et en Habit-Based Nutrition and Green Living Coaching et vit à Brooklyn aux États-Unis. Elle est convaincue du pouvoir de la nutrition sur la santé et de l'impact des habitudes alimentaires sur le comportement. L'alimentation est pour elle un outil de développement personnel, à la fois créateur de liens sociaux et de conscience écologique. Hâte que tu nous en dises plus sur ta pratique et ta vision, Magali. Myriam Zlonik est éducatrice de santé, naturopathe, sophrologue et vit à Maison-Alfort en région parisienne. Elle accompagne les personnes sur le chemin du bien-être et de la vitalité, afin de renforcer leur immunité, les prévenir de la maladie, ou encore favoriser un retour vers la guérison. Myriam est spécialisée en minceur et gestion du stress et propose également un accompagnement d'hypnose afin d'éviter les blocages si besoin. Ravie de t'avoir avec nous, Myriam, et d'en savoir plus sur ta pratique. Véronique Gabriel Marquet est médecin nutritionniste et esthétique et vit à Marseille en France. Pour Véronique, il n'existe aucun régime qui fait maigrir, mais une hygiène de vie adaptée au quotidien de chacun, en fonction de ses goûts, de son emploi du temps. La restriction est le plus souvent vouée à l'échec. Notre poids a aussi une histoire, il faut le comprendre pour pouvoir perdre du poids. Et Véronique a également une très bonne connaissance de la cosmétique, tout ce qui est anti-âge et compléments alimentaires. Et moi-même, je m'appelle Marie Roussel et je suis coach sur la plateforme My Private Coach. My Private Coach, en quelques mots, c'est une plateforme de coaching en ligne qui met en relation des coachs de tous horizons et des clients de manière anonyme et ça commence par une première discussion avant de continuer, si vous le souhaitez, par des conversations téléphoniques ou en visio. Donc, si vous vous sentez inspiré, motivé par de ce que disent Magali, Myriam ou Véronique, sachez que ce sont des coachs qui sont disponibles sur la plateforme dans la partie nutrition, health, santé, et qu'elles seront ravies de répondre à vos questions suite à cette conférence. Donc, maintenant, nous pouvons passer au sujet du jour et je vais vous passer la main pour répondre à la première question. Vous avez chacune vos pratiques, on l'a vu avec la description et c'était passionnant de travailler avec vous sur la préparation parce que justement, vous êtes extrêmement complémentaires. Et donc, je vais vous poser la question du jour. Quelles sont pour vous les clés pour reprendre en main son alimentation et sa santé? Magali. Alors, bonjour Marie et merci de me recevoir et merci également donc à My Private Coach d'organiser cette conférence et je salue mes collègues donc Myriam et Véronique. Donc oui, c'est à moi de lancer le débat, mais non, l'échange, parce qu'effectivement, je pense qu'on est très complémentaires. Et je voulais répondre à la question en fait en rebondissant très rapidement sur mon histoire, enfin, la raison pour laquelle je vous parle aujourd'hui des habitudes. Et donc, voilà, moi, plus jeune, j'ai fait de la danse classique, du ballet. Et vers l'âge de 11 ans, j'ai développé une image assez négative de mon corps et je suis tombée donc, dans la boulimie anorexie. Donc, ce avec quoi j'ai vécu pendant une dizaine d'années. Et en fait, c'est une rencontre qui a changé la donne pour moi. Donc, la rencontre avec une chef macrobiotique, donc Mayumi Nishimura, qui m'a fait en fait me réconcilier avec la nourriture tout simplement. L'alimentation, au lieu de la voir comme une privation, elle me l'a, disons, vendue comme quelque chose par, la, laquelle on peut mieux vivre. Et, et donc voilà. Et, et très rapidement, parce que ça expliquera aussi un petit peu la direction que je prends dans ma pratique, la macrobiotique, pour ceux qui ne connaissent pas,
C'est en fait une philosophie, un art de vie originaire du Japon, qui considère que l'homme fait partie d'un tout, donc, et qu'il doit vivre en osmose avec son environnement pour être bien. Et donc l'alimentation, c'est une part, juste un pan de cette philosophie. Et donc, grossièrement, c'est une alimentation évidemment saine, non raffinée, plutôt végane, végétalienne. Et l'idée, en fait, c'est il y a beaucoup de métaphysique dedans, de mélanger les crus, le cuit, le chaud, le froid, le piquant, le doux. Et tout ça, en fait, pour avoir une assiette qui est équilibrée. Et l'idée au bout, j'aime bien le mot schmilblick, c'est de dire que si tout le monde mangeait en accord avec son corps et son environnement, donc c'est aussi beaucoup manger local, on n'aurait pas tous ces petits bobos qui nous enquiquinent et dont on ne s'aperçoit même pas. Et si nos voisins faisaient de même, on aurait des interactions tout à fait pacifiques. Et donc, le bout de la philosophie, c'est qu'il y aurait en gros paix sur Terre. Donc, évidemment, c'est assez extrême. C'est la raison pour laquelle moi, ça m'a inspirée, mais je me suis plutôt formée en nutrithérapie, qui est aussi le soin par les aliments. Et donc, tout ça pour revenir donc à mon histoire. Donc, je me retrouve en demeure à travailler avec Mayumi pendant 3 mois et je suis obligée de sa nourriture. Obligée, j'entends bien, donc je change mes habitudes. Et pendant 3 mois, donc, je mange macrobiotique. Et je vois très vite un changement, donc ce que j'expliquais plus tôt, un mieux-être quotidien dont on ne s'aperçoit pas forcément tout de suite, mais surtout avec ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'elle m'explique ce que faisait chaque aliment que je mettais dans ma bouche, pourquoi ça pouvait influer sur mes humeurs, mon organisme, etc., etc. Et je suis assez en fait cartésienne, donc c'était une approche qu'on est tout à fait. Mais le déclic s'est fait vraiment quand je suis rentrée chez moi en fait au bout de 3 mois et que j'ai attrapé le paquet de biscuits, voilà, et que à l'époque je mangeais déjà sainement, donc c'était certainement quelque chose de bio ou d'organique, et je le mets en bouche. Et là, j'ai un waouh, une explosion de trop en fait, parce que je parle aussi de beaucoup de manger juste dans ma pratique, trop de sucre, trop de gras, trop. Et ça a été le déclic. Pourquoi ? Parce que j'ai réalisé que mes papilles en fait avaient été décrassées pendant 3 mois et que j'avais changé donc mes habitudes au point que quelque chose que je mangeais auparavant me semblait pas possible d'y retourner. Donc ça validait aussi le côté durable. Donc pour répondre à la question, excusez-moi un petit peu la longueur, mais je réponds. Donc pour moi, une des clés pour retrouver un équilibre alimentaire, c'est donc de développer de nouvelles habitudes, donc évidemment meilleures, et de comprendre aussi que le processus de développement d'une meilleure habitude, c'est un processus long et difficile, mais qu'avec de la persévérance et ainsi sur le côté accompagnement, d'où l'intérêt du coaching notamment, c'est tout à fait faisable. Et qu'une fois, donc, mes collègues ont parlé aussi de l'aspect psychologique du mécanisme de l'habitude et de la volonté. Mais en gros, une fois qu'on a cerné cette réalité de la cause de l'habitude, ensuite on passe à un changement d'habitude. Pour ma part, du coup, c'est à partir du moment où on fait ses courses et le processus se termine dans l'assiette. Donc voilà, en gros, moi, ma réponse, c'est développer de nouvelles habitudes et prendre conscience que c'est un processus, mais que le processus en vaut la peine. Super. Voilà. Merci Magali. Je sais que tu vas nous parler un peu plus longuement de tout ce qui est habitude par la suite, mais au moins voilà, on te connaît mieux et on sait un petit peu mieux comment ça a pu ça a changé ta vie en fait, tout simplement de mieux manger. Myriam, est-ce que tu peux nous partager ta réponse à la question quelles sont les clés pour reprendre en main son alimentation et sa santé? Oui, bien sûr. Alors déjà, bonjour à tous et à toutes qui nous écoutez. Donc pour moi, la clé, ça serait déjà prendre les choses dans leur globalité. Et pour moi, pour retrouver l'équilibre et la santé, il y a déjà 3 piliers qui sont l'alimentation, l'exercice physique et le mental. Alors bien sûr, au niveau de l'alimentation, une alimentation saine, la moins industrielle possible, la plus naturelle possible, pleine de vitalité, apporter les choses au bon moment à son corps,
hein, ce que le corps a besoin au bon moment, et c'est ce qu'on explique. Donc, expliquer les choses favorise la motivation pour continuer dans la durée. Hein. Ce qu'on veut, c'est une nouvelle hygiène de vie. On ne parle pas régime, on parle plutôt réglage alimentaire, connaissance, nouvelle hygiène de vie. Et donc, comme elle a dit, Magali l'a dit, nouvelles habitudes. Ce qui est déjà important également, ça va être d'aller en douceur. Donc, faire en sorte que son corps aille de lui-même à un poids de santé. Déjà, laisser aller de lui-même vers un poids de santé en douceur. Y aller pas à pas vouloir aller trop vite. Ça, c'est une erreur de vouloir aller trop vite parce que de toute façon, sinon, le cerveau, il va bloquer et il va tout faire et c'est là le phénomène yo-yo. Hein. Donc, on y va petit à petit. L'exercice physique, il va activer le métabolisme et aider aussi le motal. On sait qu'il y a quand même beaucoup de gens, grâce à l'exercice physique, on va déjà commencer un peu à calmer le stress. Par contre, il faut faire un petit peu attention parce qu'il y a quand même beaucoup de choses sur Internet. Mettez-vous à l'exercice physique pour perdre du poids. Sauf que ce n'est pas forcément la bonne réponse tout de suite. Ça va dépendre de son profil, d'où on part. Si quelqu'un n'a jamais fait de sport, n'a pas fait de sport depuis plus d'1 an, il va y avoir une autre réponse de stress, une hausse de cortisol. Et ce cortisol, il va favoriser le stockage de graisse. C'est l'inverse qu'on veut. Donc, il va falloir encore une fois adapter cette reprise d'activité physique en fonction de la personne. Donc, en fonction de quel exercice physique, l'intensité, la fréquence. Et évidemment, il faut quelque chose qui nous fasse plaisir, qu'on aime. Sinon, on ne va pas l'installer dans les nouvelles habitudes, dans la nouvelle hygiène de vie. Ensuite, effectivement, la gestion du stress, c'est mon dada. J'ai moi-même fait un burn-out. Et quand j'ai lâché enfin ce stress, j'ai déjà commencé à débloquer l'organisme, à perdre ses premiers kilos. Donc, il faut absolument gérer ce mental, gérer nos émotions pour faire baisser cette hormone du stress qui peut être en chronicité dans notre corps. Et pas forcément une réponse alimentaire. Hein. Tout le monde ne répond pas au stress par l'alimentation. Il y a des gens qui sont en carence alimentaire et qui n'arrivent plus à perdre. Donc, pour installer des résultats durables, pour moi, il faut également gérer le stress, gérer les émotions. Et là, je transmets des techniques justement pour être autonome et savoir trouver son truc, comment gérer ce stress, comment gérer ses émotions. On verra ça un petit peu plus longuement par la suite avec la prochaine question. Merci beaucoup, Myriam. Donc à toi, Véronique. Quelle est ta réponse à la question? Bonjour à tous et merci à My Private Coach de nous permettre de nous exprimer. Alors oui, moi c'est Véronique. Pour moi, les clés, c'est au pluriel, il y en a plusieurs. Donc, l'alimentation est notre première médecine. La phrase, elle n'est pas de moi, elle est d'Hippocrate, mais je pense qu'elle a tout son poids. Alors effectivement, cela signifie que le contenu de notre assiette est directement lié à notre état mental, à notre état physique. Il existe des aliments anti-stress, c'est vrai. Donc ça, c'est très important parce qu'il y a une corrélation entre alimentation déséquilibrée et, par exemple, le surpoids. Il y a une corrélation aussi entre surpoids et états qui peuvent être pathologiques comme l'hypertension artérielle, comme le diabète, etc. On sait tous qu'on a pu observer pendant le Covid que le surpoids est néfaste pour notre immunité. Donc, il est vrai que corriger l'alimentation, c'est important et la notion de bon aliment qu'on a déjà évoquée tout à l'heure, c'est extrêmement important. Après, effectivement, il y a quelque chose qui est impératif, c'est le poids du mental, c'est la deuxième clé. Le poids du mental au sens propre et au sens figuré, il est capital. Derrière un déséquilibre alimentaire, derrière un problème de poids, il y a un individu. Cet individu, il a son histoire, il a sa problématique et c'est capital à entendre et indissociable du poids. Ça, c'est clair. Après, la troisième clé, c'est effectivement l'activité physique, on vient de l'évoquer. Pour moi, il n'y a pas de reprise en main possible, durable, s'il n'y a pas d'activité physique. Pourquoi? C'est assez simple. En fait, quand on fait une activité physique, et je fais une parenthèse pour rejoindre complètement Myriam, l'activité physique qu'on fait, c'est celle qui doit le moins nous déplaire, c'est la moins désagréable possible, sinon ce ne sera pas durable. Il
faut faire quelque chose le moins agressif possible également. L'activité physique, elle sollicite notre musculature et ce sont nos muscles qui vont définir le niveau calorique dont on a besoin au quotidien. C'est-à-dire que même si je m'inscris dans une activité physique qui est de 2 heures par semaine, au quotidien, ma musculature va décider d'augmenter mon métabolisme, c'est-à-dire le nombre de calories dépensées, c'est-à-dire la carburation de ma chaudière, et ainsi je vais pouvoir avoir un équilibre pondéral. C'est pour ça que c'est indispensable. Donc moi j'ai 3 clés également. Donc on a dit alimentation, mentale et activité physique. Merci beaucoup. C'est vraiment passionnant ce que vous dites et on a vraiment envie d'en savoir plus. Alors, on a parlé des clés et on voit très bien que vous avez des approches complémentaires et que chacune, en fait, vous pouvez amener vos clients à se sentir mieux et à se reprendre en main. Et c'est aussi ça, je pense, la clé du coaching, c'est que vous répondez à des demandes individuelles, mais vous êtes aussi la personne que vous êtes. Donc, en fait, les personnes qui vont aller vous voir, elles vont vous voir pour qui vous êtes, pour votre pratique. Et une personne qui ira voir Véronique ne sera pas la même personne qui ira voir Magali, qui sera différente d'une personne qui ira voir Myriam. Donc, je trouve ça très intéressant de vous avoir toutes les trois. Et c'est vrai que là, on a commencé avec les clés pour avoir une alimentation plus saine et se sentir mieux. Mais est-ce que ça suffit pour ne pas faire d'excès ? Alors, quels conseils donneriez-vous à toutes les personnes qui nous ont demandé comment est-ce qu'on peut lutter contre les fringales ? Myriam, je te laisse la parole. Oui, alors donc je vais donner des petites astuces. Alors là, il y a l'astuce bien connue qui est le verre d'eau. Alors, ma préférée à moi et qu'il faut ancrer dans le quotidien, c'est les respirations. Les respirations vont justement calmer le mental, nous mettre dans un état de calme. Et au fur et à mesure, on va arrêter d'avoir le ressenti de fringale. Ensuite, ça va être apprendre à trouver son truc qui nous procure un plaisir et du bien-être autre qu'alimentaire. Et donc ça aussi, ça s'apprend, c'est du quotidien et au fur et à mesure, ça deviendra un réflexe, on s'en rendra même plus compte. Ensuite, c'est prévoir des encassins, bien évidemment. Au tout début, on n'arrive pas à avoir un résultat direct comme ça. C'est ce que je vous apprends au final, mais au début, il faut prévoir des encassins. Et le plus important, ça va être justement de gérer ses repas dans la journée. Parce que pourquoi il y a ces fringales ? Souvent parce que justement l'assiette elle est mal composée et qu'en fait il y a une espèce de crise d'hypoglycémie. C'est-à-dire que son assiette est trop sucrée, donc il y a une hyperglycémie et derrière une hypoglycémie qui engendre la fringale. Donc on va essayer de traiter la cause du problème. Et cette cause, faut la traiter globalement dans son alimentation de la journée. Voilà, comment était mon repas du matin, comment est mon repas du midi, le soir, etc. Et souvent, quand on rééquilibre son assiette, à la base, la fringale ne sera plus là. Voilà. Je peux aussi utiliser la technique de l'hypnose pour effectivement ancrer plus facilement tout ça, mais je suis très attachée à transmettre quand même les techniques pour être autonome et que la personne ne compte pas toujours sur la facilité de l'hypnose. L'hypnose, j'aime bien l'utiliser pour, on va dire, donner un petit support pour accélérer les choses, mais j'aime bien que la personne, elle comprenne, elle apprenne par elle-même et qu'elle fasse un petit changement d'habitude pour traiter la cause des problèmes. Super, très intéressant Myriam. Véronique, à toi de nous partager tes astuces. Alors, fringale égale souvent grignotage. Alors moi, je dis en fait, grignoter, pourquoi pas. Mais en amont de ça, il y a des questions à se poser. Et je pense qu'il y a une question qui est élémentaire. C'est est-ce que j'ai vraiment faim ou est-ce que j'ai envie de manger ? Et ça, c'est une question qui est intéressante parce que le simple fait de se poser la question peut nous amener peut-être à différer le grignotage et attendre un repas. Mais le grignotage, il a un mécanisme qui est extrêmement amusant à connaître. Quand je grignote, je vais mastiquer, je vais mâcher, je vais croquer. Et le simple fait de mastiquer, de mâcher, de croquer, c'est apaisant, c'est anxiogène. C'est anxiolytique, pardon. Ça permet de diminuer l'anxiété. Donc, ce qui veut dire que on arrive à comprendre finalement pourquoi on grignote. Donc, je dis grignoter, pourquoi pas, simplement dans le choix des aliments grignotés, changeons le curseur,
vers des aliments plus sains, plus safe, au lieu de se tourner vers des aliments tout près, des snackings sucrés ou des snackings salés qui sont hypercaloriques, riches en calories vides. Allons vers des fruits, allons vers des fruits secs, allons vers des crudités, des éléments craquants à croquer pour justement poursuivre l'effet apaisant du grignotage. C'est mon point de vue. Super, merci beaucoup Véronique. À toi Magali. Là, tu peux te mettre en... Ouais. Voilà. Donc, puisque cette fois-ci j'arrive en fin de queue, j'ai pratiquement rien à rajouter parce que je suis tout à fait d'accord avec mes collègues, avec Myriam et Véronique. Et pour paraphraser un tout petit peu, c'est à partir du moment où, comme le soulignait Véronique, on apprend à constater une fin ou pas une fin, il faut passer faut répondre à ce constat. Donc, il y a plusieurs actions. Donc, effectivement, ce que mentionnait Myriam un peu plus tôt, en général, quand on a cette sensation très difficile à supprimer de faim, c'est qu'on a une baisse de glycémie, donc effectivement, le taux de sucre diminue, et que donc la question à se poser, c'est comment ne plus retomber dans cette spirale et effectivement rééquilibrer ses principaux repas. Donc, avec des aliments faibles, donc en plus, je préfère le terme riche nutritionnellement. Donc, ça va être des aliments riches en fibres, évidemment, qui sont rassasiants. Ça va être des aliments, comme disait Myriam, à haute teneur en eau, parce que ça retarde un petit peu la vidange gastrique. Je ne sais pas si c'est très bien dit, c'est comme ça qu'on le dit en anglais. Les aliments riches en probiotiques également, qui sont bénéfiques sur la régulation des hormones anti-faim. Donc, c'est tout ce qui est le yaourt maigre, le kéfir, le pain au levain, les aliments fermentés comme le chou, tout ça. Voilà. Et évidemment aussi, il y a les aliments riches en protéines qui réduisent en fait le désir de continuer à manger. Donc ça permet en fait d'avoir faim un peu plus et surtout d'ingérer des nutriments qui rapportent cette satiété. Donc ça, c'est la première action. Donc essayer de modifier sa routine, ses habitudes pour ne pas retomber dans la fringale. Et par contre, quand la fringale est là, l'honorer, parce que c'est comme ça que j'aime bien dire, et l'honorer, comme le disait donc Myriam, c'est avec une collation un peu plus saine. Donc voilà, on fait attention de ne pas manger de choses trop sucrées, trop vides, effectivement, en calories vides, et voilà. Et donc la petite chose que je rajouterais par rapport à mes collègues, c'est une technique. Myriam parlait d'un exercice de respiration. Alors moi, j'utilise ce qu'on appelle le whooping. Donc c'est un terme anglais, mais qui en fait une stratégie mentale pratique qui s'adapte à la nutrition, à plein d'autres choses. Donc le WOOP, c'est W-O-O-P. Donc le W, c'est pour wish. Donc on part d'un souhait ou d'un souci qu'on a. On le visionne, et on le met en mots. Donc par exemple, là, on va dire je veux arrêter de grignoter après le dîner, voilà. Vient la deuxième lettre, le O, qui est en fait l'outcome en anglais, qui est le résultat ou ce qu'on veut atteindre. Qu'est-ce qui fait qu'en ne grignotant pas après mon dîner, je vais aller mieux? Ça peut être, c'est individuel comme réponse. Ça peut être, je vais perdre du poids dans le long terme, je vais aller dormir moins lourd, je vais me sentir moins lourd pour aller me coucher, etc., etc. Ensuite, vous avez le deuxième O, qui est l'obstacle, donc qui est l'obstacle en général interne. Et donc, il faut aussi gratter un petit peu et trouver la source. Donc, dans le grignotage, par exemple, après le dîner, c'est tout simplement, on est de la journée, on s'assoit dans la télé et on mange de manière un peu automatique, voilà. Et donc, la dernière lettre, le P, c'est pour plan, donc l'action. Et donc, encore une fois, en prenant le même exemple, si on s'assoit devant la télé et on grignote de manière, sans être dans le moment, on trouve une action qui recadre notre cerveau et qui grignoter. Par exemple, de lire un livre. Et ensuite, on place, on a cette phrase un petit peu en mantra qui dit, voilà, si j'ai eu envie de grignoter après le dîner, je vais prendre un livre de manière à focaliser et dans le temps, je vais moins grignoter. En fait, c'est un exercice très, très fort qui ne demande pas de méditer ni rien. Ça peut être fait en 5 minutes.
mais c'est une manière de mettre encore une pensée, et c'est assez fort, subjectivement parlant. C'est quand même ça permet vraiment les gens à réaliser leur objectif de santé. Voilà, c'est mon petit... le whooping. Moi, je dis I whoop. Merci beaucoup Magali. Oui, je me souviens très bien j'ai appris cette chose il y a quelques années, le Whoop, et pendant plusieurs semaines, je faisais ça tout le temps. J'étais devenue fan de cette technique du Whoop, et ça s'applique au business, ça s'applique sur énormément de choses, et c'est assez génial. Et c'est vrai que je rajouterais que son wish, si on peut le tourner en quelque chose de positif, plutôt que pour que le cerveau il comprenne les bons mots, parce que parfois quelque chose d'atteignable, hein. On ne peut pas espérer. Ouais. Et réalisable, en général, on demande 4 semaines pour que l'habitude commence Mais c'est un vrai exercice parce que ça permet de se recentrer et d'avoir, voilà. C'est un Whoop qui est smart, comme je dirais, parce que ça suffit que ce soit les smart goals spécifiques, etc. Ouais. Mais voilà, vous avez totalement raison. Et c'est vrai que là, on se rend compte avec vos réponses que c'est un petit peu plus complexe que juste j'ai faim. D'où vient cette faim? Quelles sont les causes en fait de cette fringale? C'est rarement parce qu'on a vraiment faim physiquement, c'est on compense avec la nourriture. Et c'est là où je me tourne vers Myriam, toi qui es spécialisée en gestion du stress et qui a parlé un petit peu des causes de cette fringale. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'impact du stress sur l'appétit et sur la sensation de faim? Oui, tout à fait. Alors, comme tu viens de dire, quand on est stressé, de nombreuses personnes ont tendance à compenser par la nourriture. Et là, du coup, elles entrent dans un cercle vicieux puisqu'elles donnent une réponse quotidienne au cerveau. Je stresse, je compense avec la nourriture. Donc, ça veut dire que là, il y a une perte aussi complète souvent de faim et de signal de faim et de satiété. À savoir, on n'a pas de faim physiologique, mais je réponds avec de la nourriture. Et limite, quand j'ai pas faim, je m'arrête pas de manger. Je continue de manger. Donc, le cerveau, il est complètement perdu. Donc, il faut déjà apprendre, il faut se poser la question, comme on en parlait tout à l'heure avec Véronique, qui a faim, hein? C'est physique ou c'est émotionnel? Donc, c'est déjà un petit peu se poser la question. Voilà. Et donner les bonnes réponses au bon moment. Donc, pour ça, il faut se connecter à ses sensations, à ses ressentis. Donc, il faut prendre un petit temps de pause et s'écouter. Et encore une fois, je vais encore parler de mes petites respirations. Au niveau minceur, une super technique, c'est vraiment respirer, une respiration contrôlée 5 minutes avant chaque repas. Je vais d'autant plus me mettre dans un état de calme et je vais je vais mieux contrôler mon assiette, qui sera moins sucrée, je vais moins stocker, etc. Donc, encore une fois, pour baisser le cortisol, l'hormone du stress, puisque je vous ai déjà dit que même sans réponse de nourriture, si j'ai un taux de cortisol élevé, j'ai tendance à stocker en graisse. Donc, il faut absolument, absolument gérer ce stress. Et ces techniques respiratoires, elles sont hyper simples à appliquer. Et si elles ne sont pas suffisantes, il faut se faire accompagner, hein, puisqu'il y a quand même plein d'émotions, ça peut venir de plein de choses. Voilà. Donc, on peut apprendre par la pleine conscience, on peut apprendre en sophrologie, on peut faire de l'hypnose. Et en naturopathie, on peut aussi gérer le stress et les neurotransmetteurs du corps, rééquilibrer tout ça par l'alimentation et par certains compléments alimentaires. Hein, il y en a un avec de la 5-HTP qui va contrôler les fringales, qui va augmenter la sérotonine et puis du coup, on aura même un meilleur sommeil. Bon, après, il faut savoir au niveau alimentaire quand est-ce qu'on le met au niveau physiologique du corps pour que ça soit apporté au bon moment pour que ça arrive au cerveau. Et par exemple, personne n'y penserait, mais du bon chocolat noir au bon moment va favoriser également cette sérotonine, l'hormone de la bonne humeur. Et c'est quoi ce bon moment? C'est à partir de 17h. Merci. Voilà. Bon, en tout cas, voilà, contrôler son assiette pour avoir le bon coup de fourchette, hein, qui soit équilibré. Vraiment, le petit truc, c'est la respiration avant chaque repas. Ok, merci beaucoup Myriam.
Véronique, c'est vrai que toi, tu es médecin nutritionniste et j'aime beaucoup ton approche où tu fais appel en fait au bon sens des gens et tu parles encore d'écouter son corps, etc. Et puis aussi à la prudence et à la modération, qui est aussi la base d'une bonne alimentation. Quels sont quels sont pour toi les indicateurs de la sensation de satiété? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, c'est intéressant ta question parce qu'effectivement, si tu veux, si on parle de sensation de satiété, il faut déjà s'être posé la question, qu'est-ce que la sensation de faim? Et la sensation de faim, c'est quelque chose qui parfois a été perdu par nos modes de vie. La problématique, moi, que je rencontre fréquemment, c'est des gens qui ne savent plus ce que c'est la sensation de faim. Donc, on va manger parce que c'est l'heure, on va manger parce que c'est convivial, mais on a perdu cette sensation de faim, on oublie de se la demander, donc on fait finalement des repas qui sont mal composés. Et Myriam parlait d'horaire, mais l'horaire est extrêmement intéressant dans l'apport des aliments, ça s'appelle la chrononutrition. Moi, je travaille beaucoup avec ça, j'aime beaucoup. Donc, effectivement, la sensation de faim est primordiale pour savoir ce qu'est la satiété. Et après, sur le phénomène de la satiété, il y a quelque chose qui est assez intéressant à connaître, c'est que effectivement, à partir du moment où on se met à table et qu'on va commencer son repas, il faut à peu près 10 minutes pour que notre estomac dise à notre cerveau « Stop, j'ai plus faim ». En 10 minutes, il peut s'en passer des choses. Si on va manger doucement, et bien sûr en ayant fait des choix alimentaires sains, on va moins manger. Si on mange rapidement, on va beaucoup plus manger. Donc, le modérateur, c'est la vitesse à laquelle on mange. On doit se poser, Myriam le disait, pour manger dans le calme, mais la manière dont on mange, elle est primordiale avec la manière dont on va assimiler. Elle est totalement liée. Donc, en gros, manger doucement, c'est effectivement un indice pour la satiété. Et puis, j'allais dire, on n'est pas obligé non plus de manger jusqu'à satiété. On peut s'arrêter un petit peu avant parce que de toute façon, la satiété ne va pas tarder. Voilà. La sensation de satiété, c'est à peu près 10 minutes. C'est quelque chose qui va arriver. On s'en rend compte quand on est ensemble à table, sur une table conviviale, on va manger plus doucement. Très souvent, la suite du repas, c'est plus de la faim, c'est de l'envie de manger parce que c'est sympa, etc. Et tout ça, c'est un travail de base. La sensation de faim, la sensation de satiété, je pense qu'il faut tous y réfléchir pour voir comment on mange. Et après, on composera ces repas effectivement pour manger mieux et se sentir mieux. Merci beaucoup, Véronique. Non, c'est vrai que c'est une double question. C'est la faim et aussi la satiété. Et c'est aussi beaucoup lié. C'est vrai, quand tu parlais, moi j'ai beaucoup pensé, moi j'ai des enfants et c'est vrai que les enfants, on les met dans une habitude. On leur dit à telle heure et finalement ils finissent par avoir faim à cette heure-là parce que pendant des jours et des jours et des jours et des semaines, à l'école ou à la crèche, ils ont mangé à cette heure-là. Donc c'est vrai qu'il y a un mélange de notre corps et écouter son corps, mais il y a aussi justement les habitudes qu'on nous a inculquées ou alors qu'on se crée soi-même. Idéalement, il faudrait manger quand on a faim, mais au niveau social, c'est impossible. Et c'est vrai que le sujet des habitudes est un petit peu la spécialité de Magali. Donc, j'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu, selon toi, comment développer des habitudes pour améliorer son équilibre alimentaire. Alors, effectivement, on aura compris que pour pouvoir rééquilibrer tout ça, il faut développer de bonnes habitudes. Et le problème, c'est que la volonté ne suffit pas, hélas. Donc, ce n'est pas parce qu'on veut changer sa mauvaise habitude, et forcément, parce qu'il y a tout un mécanisme de l'habitude. Et en fait, il y a même des sciences de l'habitude qui l'expliquent bien, qui fait qu'en fait, il va falloir comprendre, identifier sa routine en quelque sorte. Donc, c'est le signal qui lance un comportement et savoir à quelle récompense en fait répond ce signal. Donc ça, c'est une première. Et une fois qu'on comprend ce mécanisme, et en général,
moi, quand je travaille avec des gens et que c'est assez facile à trouver, on passe à l'étape d'après. Et quand c'est un peu plus profond, je passe la main à des collègues, je dirais, par exemple, comme Myriam, qui travaille sur des notions un peu plus profondes, ou un médecin nutrition, ou un médecin, pour trouver la cause avant en fait, moi, j'arrive après. Moi, je mets en pratique des mécanismes ensuite. Donc, le pouvoir des habitudes, il est là. On dit que l'humain est une créature d'habitude. On dit aussi que l'habitude, c'est un peu le mode autopilote chez l'humain. C'est un peu, voilà, c'est ancré en nous. On conserve de l'énergie avec des habitudes, ça évite de penser, on passe à l'action. Donc, le mur infranchissable, quand on veut en changer, c'est ça. C'est ça, et c'est bien plus fort que la volonté. Donc, par exemple, je crois qu'il y a 75% des Français qui savent à peu près, qui connaissent le slogan « Manger 5 légumes par jour, c'est bien ». Et pourtant, il n'y en a que 46 qui déclarent le faire. Donc, même en sachant un bénéfice, en connaissant le bénéfice attendu d'une action, ça ne suffit pas pour passer à l'action, pour passer à l'acte. Donc, il faut remodeler cette formule et faire d'autres choix. Donc, c'est bien plus une affaire d'engagement que de volonté. Et c'est là aussi que le coaching a son importance, parce qu'il y a tout un accompagnement. Parce que, évidemment, pour changer une habitude, on va passer par des hauts et des bas. L'habitude, c'est un petit peu aussi avancer à tâtons. On va tenter de la changer, donc on va faire des essais. On va tomber, ça ne va pas marcher, et le but, c'est de revenir sur ses rails et de comprendre que c'est la persévérance qui va, c'est ce que j'expliquais dans mon intervention au début. Moi, j'ai pu changer mes habitudes parce que ça a duré 3 mois, parce que j'ai trouvé aussi le déclic, ça a résonné en moi, et j'ai passé le cap. Donc, la volonté ne suffit pas. Comment les changer? C'est ce que disait, je crois, plutôt Myriam. Il faut éviter d'avoir envie de changer plusieurs habitudes à la fois. C'est vrai que c'est l'erreur, il y a les petit à petit. Et j'entends bien pas habitude alimentaire, dans le sens où, en général, quand on veut changer une habitude, on est hyper motivé, et on dit, tiens, on va faire un peu aussi de méditation, du sport, etc. Quoique, donc, ce qu'on disait plus tard, c'est que c'est très important de concilier une activité sportive avec un rééquilibrage alimentaire, mais faire quelque chose qu'on aime déjà. Vouloir tout changer d'un coup, ça expose un petit peu les buts, et c'est absolument pas positif, et on laisse en général tomber. Ensuite, prendre vraiment en compte le goût. Le goût, c'est super important, dans le sens où si on a des habitudes, c'est parce qu'elles nous procurent du plaisir. Donc, on va pas, et que la privation, c'est vécu comme un sacrifice. Le but, en fait, c'est d'arriver sur un style un peu de vie merveilleux, et non pas d'auto-flagellation, en quelque sorte. Donc, on ne va pas remplacer une poutine par un plat au tofu, carottes. Dans ma pratique à moi, je vais demander à la personne que je suis de modifier légèrement son repas. Par exemple, s'il mange, il aime bien, je suis aux États-Unis, donc beaucoup les hamburgers, lui demander de manger un Buddha bowl, et je vais lui demander de retirer de son hamburger petit à petit peut-être une tranche de bacon, puis de ne pas mélanger donc petit à petit, c'est vraiment très important, ce concept. Et qu'est-ce que je prends? J'ai pris des notes pour ne pas... Et surtout en fait, avoir un programme en tête, ça c'est important. Avoir une espèce de checklist, se rappeler régulièrement pourquoi est-ce qu'on veut changer cette habitude, savoir ce que ça changera dans votre vie, vérifier ce que disaient tout à l'heure Myriam et Véronique, si le moment est choisi dans la journée, et adapté pour exécuter son habitude. Voir aussi si on n'a pas vu trop grand, donc se rééquilibrer. Et encore, donc c'est ce que j'expliquais, tout ça c'est très important, d'où l'importance du coaching, l'importance d'être bien accompagné pour pouvoir toujours se rappeler de la raison pour laquelle on entame un processus. Voilà. Et les habitudes, vraiment, pour changer sa façon de manger,
Ça va être des techniques comme par exemple faire un planning de ce que l'on veut manger donc avant d'aller faire ses courses. Ça va être de prendre 2 heures par semaine, en général le dimanche, pour faire ce qu'on appelle le batch cooking, donc préparer des plats à l'avance jusqu'au mercredi. Comme ça, c'est des habitudes à prendre qui facilitent le rééquilibrage. On sait qu'on est tous pris dans des vies, des routines qui vont très vite et parfois il peut y avoir un petit grain qui change tout ça et c'est très facile de retomber à ses habitudes anciennes. Donc prévoir, c'est le mot d'ordre. C'est un petit peu difficile au début, mais après ça devient une habitude justement. Super, merci beaucoup Magali. Oui, je trouve que c'est aussi passionnant ce sujet des habitudes. On a évoqué le stress comme cause du déséquilibre. On a évoqué comment les habitudes peuvent améliorer son équilibre alimentaire et comment on peut créer de nouvelles habitudes. Maintenant, je me tourne vers toi, Véronique, pour que tu nous en dises plus sur la connaissance de soi, la relation au corps, qui peut être un précieux indicateur, et que tu nous parles de ces signaux qui indiquent justement un déséquilibre alimentaire. Alors, le déséquilibre alimentaire, tout dépend s'il est ancien, s'il est ponctuel, si la personne en a connaissance, puisque on peut avoir les 2 cas de figure. La personne qui sait qu'elle a tendance à manger n'importe quoi parce qu'elle est dans une période difficile, il y a toujours un facteur déclenchant, on l'a évoqué. Donc, on peut en parler ensemble, on peut identifier quels sont les éléments. Et puis après, il y a la personne qui ne sait pas qu'elle mange de manière déséquilibrée parce que ce n'est pas sa culture, parce qu'on ne lui a jamais appris. On a vu par le discours de Magali, le discours de Myriam, que la connaissance de l'aliment, c'est quelque chose d'important. Magali vient parler des habitudes. La culture alimentaire, déjà, elle n'est pas universelle, et puis chaque individu en a une différente, et il y a une non-connaissance qui est quand même vraiment, vraiment très, très répandue. Donc, tout ça est extrêmement intéressant à mettre à plat pour pouvoir parler de déséquilibre alimentaire. Il faut vraiment identifier le sujet et identifier son rapport avec qu'est-ce qu'un aliment et qu'est-ce qu'un aliment sain. Et en plus, on va pouvoir aussi identifier certains états comme étant parfois parlants pour un déséquilibre alimentaire. Certaines personnes ne savent pas du tout citer ce qu'elles mangent de manière précise, mais elles vont se sentir fatiguées. Elles vont se sentir stressées, elles sont plus irritables, elles nous parlent de troubles du transit. On a parlé de flore intestinale, mais moi, c'est mon vrai dada, puisque tout part de l'intestin. Donc, troubles du transit, douleurs abdominales, troubles cutanés, etc. Donc, oui, le corps peut parler, une moindre résistance, et puis des tas d'autres choses qu'on peut trouver très simplement sur un interrogatoire très simple. Donc, il est vrai que tout ça, ça peut se corriger avec l'aide de Magali. Moi, j'ai l'habitude de travailler en fait en synergie avec, je fais une certaine partie, je m'aide de coach, je m'aide d'hypnothérapeute. Donc, je crois qu'après, il y a pas mal de choses à mettre en place puisque le déséquilibre alimentaire, il est parlant, mais remettre la personne dans le rail, c'est vraiment quelque chose de faisable et qui sera pourvoyeur d'une meilleure santé, d'un meilleur état, donc de mieux. Merci beaucoup. Et c'est vrai que comme vous dites, c'est pas si simple et que ça cache souvent des choses beaucoup plus profondes c'est Magali qui en avait parlé tout à l'heure, mais c'est vrai qu'en tant que coach ou médecin nutritionniste, parfois vous atteignez vos limites et c'est, je pense, le Exactement. Du bon coach et du bon professionnel, c'est qu'il y a parfois c'est une autre personne il faut prendre le relais, il faut passer le relais à quelqu'un d'autre. Et ça, c'est vraiment dans l'éthique d'un bon professionnel et d'un coach, c'est écrit noir sur blanc. Donc c'est très bien que vous en parliez parce que c'est aussi la réalité de ce milieu-là et de ce métier-là. Je me retourne vers toi, Magali, parce que tu nous as parlé régulièrement dès le début et c'est écrit noir sur blanc dans ta pratique, tout ce qui est manger juste. Tu abordes régulièrement cette question dans ton travail. Est-ce que tu peux nous expliquer ce mode de consommation et son impact positif sur la santé? Parce que je suis convaincue de tout ça, mais c'est vrai que beaucoup de nos auditeurs ne savent pas vraiment ce que ça veut dire, manger juste.
Oui, donc là, du coup, c'est mon dada, le manger juste. C'est parce que mon approche, elle est en fait globale. À partir du moment où on vient me voir, et même si c'est pour travailler sur un but précis, très souvent, dans mon accompagnement, je fais en fait les liens qu'avait réussi à faire cette chef mathématique, Mayumi, qui est la constatation, la réalisation qu'on fait partie d'un tout et, et, euh, et que à partir du moment où on décide de manger mieux, on va automatiquement manger plus juste. Et manger plus juste, c'est, on va parler peut-être un petit peu maintenant de manger organique. Donc, pour moi, qui n'est pas forcément une panacée, c'est pas pour plein de raisons. Manger biologique, tu peux dire. Biologique, pardon, oui, organique, sorry. Donc, manger bio, parce qu'il y a du bio industriel, donc il ne faut pas se leurrer, ce n'est pas non plus la panacée pour tout régler, ça c'est sûr. Donc, je suis beaucoup plus locale dans la consommation. Ça correspond exactement donc, au principe de la macrobiotique, qui fait qu'en général, un corps qui vit dans un pays chaud ou un corps qui vit dans un pays froid n'a pas les mêmes besoins. Donc, en général, on mange ce qu'il y a autour ce qui pousse en même temps, à la fois où on respire et l'on vit. Donc, ça fait sens quelque part. Donc, je crois qu'effectivement, la crise Covid, le fait qu'on a pu voir un peu l'extrême de ce qu'est aujourd'hui notre chaîne de consommation. Je crois qu'aux États-Unis, beaucoup, nous, dans notre quartier, on avait du mal à trouver de la farine. C'est devenu. Et donc, on constate qu'en fait, dès qu'on est, dépendant de ce qui se passe loin, on paye en quelque sorte. Il y a eu quand même pas mal d'histoires tristes ici. Pareil, on ne trouvait plus excusez-moi, c'est mon dada, donc j'en parle. On ne trouvait plus de jambon dans les magasins parce que les gens étaient malades dans les abattoirs. Et du coup, les cochons. Donc, ça fait. Tout le monde n'est pas sensible à ça. Mais moi aussi, c'est ma pratique. Quand je parle à quelqu'un, je sais pas de le convaincre. Moi, par exemple, je suis pour manger plus de légumes, mais je mange de la viande aussi. Mais j'essaie de la manger de manière pour l'expliquer aux enfants. Donc, nous, ici à Brooklyn, on a des choses un peu impensables. On a des maisons où les gens élèvent des poulets en batterie. Et donc, quand on passe à côté, ça sent très mauvais. Et donc, moi, mes enfants sont encore jeunes. Je ne leur dis pas il faut manger bio. Mais à la maison, on mange du happy chicken. Donc, c'est un petit peu ça, le manger juste, c'est de comprendre un petit peu son impact. Donc, oui, pour soi, quand on se considère, voilà, mais aussi pour sa famille, pour ses voisins et ultimement pour la terre, qui est quand même la terre nourricière. Et voilà, que dire. Donc, moi, c'est vrai que je ne préconise pas forcément le zéro déchet à tout parce que c'est aussi difficile à aménager dans nos vies, mais avoir cette conscience, je pense que c'est dans un cercle vertueux en fait. L'équilibre alimentaire, c'est de passer le coaching nutritionnel, je dirais, c'est quand même passer d'un état d'insatisfaction, presque de culpabilité. Une mauvaise habitude, c'est un peu une culpabilité, à un état de bien-être. Donc, il faut célébrer chaque petite victoire et convaincre les gens. Donc, à partir du moment où on réduit un petit peu, par exemple, ces déchets, c'est déjà bien. On n'est pas obligé de réduire à zéro. De la même manière, quand on commence à rééquilibrer son alimentation, on ne change pas du tout au tout. Moi, quand quelqu'un vient me voir et me dit « je veux manger bio », je lui dis « tu ne jettes pas tout ce qu'il y a chez toi. Tu finis ce que tu as chez toi et tu amènes des alternatives plus saines. Ça permet d'aller en douceur vers ce changement et aussi et de comprendre pourquoi tu changes. Et ça marche très bien. Plutôt, c'est un petit peu comme les gens qui ne veulent plus de plastique et qui virent qui jettent tout le plastique chez eux. Le but, c'est de réutiliser ce plastique, justement. C'est pas de Donc voilà, ça, c'est la deuxième partie de mon titre, qui est le green living. Et ça part aussi, on parlait de ce qu'on ingère, mais également sur son corps, la façon dont on nettoie son intérieur. Donc, je fais beaucoup, effectivement, de workshops sur ce qu'on appelle DIY, faire soi-même beaucoup de choses. Et on voit dans l'alimentation que souvent, quand on met en pratique un peu tous ces principes, là, c'est aussi quelque chose qui touche certains coachés, c'est l'aspect budgétaire. On se dit que tout de suite, de manger plus sainement, ça va coûter automatiquement plus cher. Pas forcément, il y a des principes
Par exemple, dans le biologique, tous les légumes et fruits n'ont pas besoin d'être achetés bio, justement. Voilà, il y a des astuces qui font qu'on peut manger très bien et ça coûte pas plus cher. Donc, c'est mon dada. Merci. Merci Magali. Et c'est vrai que tu pointes des choses importantes, c'est-à-dire que en fait, quand on parle d'équilibre alimentaire, c'est aussi d'équilibre tout court et soit en tant qu'être humain, être équilibré, mais par rapport aux autres êtres humains, aux autres animaux et à la planète en général. Et c'est là où ce côté holistique dépasse nous en tant que… Et c'est vrai que si on mange mieux, bah forcément, avec des choses plus locales, ça veut dire moins de pollution, moins de transport, moins de choses aberrantes qui font quand même la société d'aujourd'hui. Donc, c'est aller dans une meilleure direction. C'est sûr, je voulais ajouter que c'est vraiment tout ça. Pour moi, l'alimentation, c'est ce que j'entends par un personnel. On vient avec une idée en tête, maigrir par exemple, et puis finalement, l'expérience, elle est plus grande. Et justement, comme le coaching, logiquement, plus ce que disait Myriam plus tôt, elle utilise l'hypnose, mais par parcimonie. Le but, c'est de donner des outils en fait aux coachés pour être indépendants. C'est pareil, à partir du moment où… Voilà, donc c'est ça, c'est un outil de développement personnel. Et moi, j'aime bien aussi le côté lien social, parce que le cercle vertueux aussi, c'est toujours de parler avec les gens et on plante sa graine. Et souvent, le discours a un impact. On est sensible, on raisonne tous à des choses différentes, d'où l'intérêt de… Chacun est là. Véronique, voilà, chacun ne raisonne pas de la même manière en fonction de son vécu, ses possibilités, etc. Mais l'échange, l'ouverture fait que ça avance de toute façon. Donc, développement personnel et créateur de liens sociaux et de conscience écologique. Donc, Tout à fait. Donc, avant-dernière question, avant la fin de notre conférence. Et Magali, tu as mentionné Myriam et son hypnose. Et c'est vrai que l'hypnose, je connais assez bien, mais peu de personnes connaissent. Est-ce que tu peux nous en dire plus déjà sur l'hypnose, mais aussi comment l'hypnose peut aider à retrouver un bon équilibre alimentaire? Quels sont un peu les mécanismes de l'hypnose? Oui, alors déjà, je voulais rappeler que je suis naturopathe et qu'il y a l'axe, donc au niveau de la naturopathie, pour retrouver la santé, c'est l'axe intestin-cerveau. D'accord ? Il faut donc effectivement améliorer son alimentation et au niveau des intestins, ça va envoyer un message au niveau du cerveau. Seulement, on peut aussi agir de l'autre sens, cerveau, intestin. D'accord ? Donc, j'essaye d'ancrer effectivement ces connaissances naturopathiques par l'hypnose. Voilà. Et du coup, ça permet d'avancer dans le programme naturopathique alimentaire sans effort. Au début, c'est une grande aide, en fait, pour y aller beaucoup plus facilement. D'accord ? Mais à partir du moment où il y a déjà une nouvelle habitude d'installer, pour moi, c'est déjà gagné. Ça veut dire que déjà la personne, elle commence à avancer pas à pas, à être dans le bon chemin. Mais c'est vraiment l'aider au départ. Donc déjà, je voudrais expliquer ce qu'est l'état d'hypnose. L'hypnose que j'utilise, c'est l'hypnose ericksonienne, qu'on appelle l'hypnose médicale, l'hypnose thérapeutique. Et c'est un état naturel de bien-être, en fait, où on met la personne au bord du sommeil, entre la veille et le sommeil. Et en fait, les ondes cérébrales sont ralenties. Donc, en fait, cet état, on le connaît tous. On a tous eu des moments où on pouvait rêvasser. Seulement là, en état d'hypnose, on va y rester beaucoup plus longtemps, hein, puisqu'on peut parler une demi-heure, 1 heure, 2 heures en hypnose comme ça. Mais on va rester dans cet état. Donc, c'est la première fois qu'on le vit, c'est très surprenant. Voilà. Mais en tout cas, c'est un état de bien-être. Hein. C'est vraiment tout à fait agréable. Ensuite, le conscient, il écoute ou il n'écoute pas. Mais nous, on va s'adresser plus profondément à l'inconscient et on va ancrer des choses au cerveau. Et il va donc changer les comportements alimentaires beaucoup plus facilement. Ensuite, je vais ancrer des différentes clés. Donc, tout le monde n'a pas besoin de toutes les clés. Hein. Ce pourquoi il y a un grand questionnaire au départ pour bien connaître la personne, connaître les clés dont elle a besoin. Donc, déjà, ça va être effectivement ancrer cette prise de décision pour qu'il y ait de la persévérance dans son programme alimentaire. Prendre du plaisir à manger sain. Apprendre à manger en conscience, donc on en parlait tout à l'heure, il faut bien mastiquer, prendre le temps de manger pour que la sensation de satiété arrive au cerveau, etc.
tout ça, on peut l'ancrer déjà en état d'hypnose. Éviter certains aliments problématiques. Enlever des anciennes programmations. Donc, on a tous entendu finis ton assiette. On a tous entendu mange, sinon tu n'auras pas de dessert. Et sinon, la plupart des gens boivent de l'alcool ou mangent des gâteaux parce que c'est voilà, plaisir, partage égale gâteau, égale alcool. Donc, tout ça, petit à petit, on peut s'en défaire. Et l'hypnose peut aider à défaire ces anciennes programmations pour aller vers autre chose. Et cette autre chose, ça, c'est pareil, c'est personnel. On a les ressources, chacun a sa ressource. Donc, je vais aider à trouver sa ressource, soit en hypnose, soit en sophrologie. Et puis après, il y a la clé des alliés. Donc, il y en a qui ne boivent pas assez. On ne peut pas éliminer, on ne peut pas perdre si on ne boit pas assez. Donc, pareil, il y a des alliés, l'exercice physique, l'eau, etc. Et ensuite, il y a des gens qui sont en anorexie ou en boulimie. Donc là, c'est un autre accompagnement. Voilà, donc la clé de l'existence de soi. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de clés qu'on peut utiliser. J'utilise pas mal d'outils et je vais m'adapter en fait aux besoins de la personne, aux desiderata de la personne. Donc ça, c'est le métier de coach. Voilà. Donc, je rends la parole. Oui, merci Myriam. Voilà, trouver son équilibre sans fait plaisir. Je pense que tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui se rendent bien compte que là, voilà, vous partagez une partie de votre pratique, mais que c'est avant tout un accompagnement individuel. Parce qu'on ne peut pas faire des généralités sur votre histoire et sur ce que vous avez vécu vous, et que c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais en tout cas, Véronique, Magali et Myriam ont partagé beaucoup de choses aujourd'hui. Donc, je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur de ce que vous avez partagé aujourd'hui, parce que c'est très, très intéressant. J'ai beaucoup de connaître tout ce qui est nutrition. J'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui. Donc, merci. Le temps passe. Donc, je vais finir avec cette dernière question. Et surtout, je veux rappeler aux personnes qui nous écoutent que elles sont toutes les trois disponibles sur l'application. Et aussi sur le site internet, vous avez aussi chacune votre pratique individuelle. Je vous invite forcément à aller sur l'application My Private Coach App qui vous donnera un premier aperçu de ce qu'est du coaching en nutrition. Et maintenant que vous les avez écoutés, je pense que vous saurez laquelle vous parle et pourra vous répondre et vous aider. Et pour conclure cette discussion, je voudrais souligner l'intérêt en fait, du coaching et du coaching en ligne. Vous l'avez chacune évoqué. Donc, c'est bien que ce soit évoqué en amont, que c'est un accompagnement individuel et très, très personnel. Mais je voulais vous poser une question très spécifique sur votre vision du coaching et l'intérêt d'une plateforme comme My Private Coach App. Magali, tu peux prendre la parole. 1 minute, voilà. Donc, alors, le coaching nutritionnel pour moi, c'est en fait, mon travail de coach, ce n'est pas de contrôler la personne qui vient me voir, en fait. C'est vraiment l'amener à trouver et à actionner ses propres ressources. Donc ça, c'est toujours avant tout un cheminement vers plus de liberté, en fait, et d'autonomie. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est du développement personnel. Moi, en fait, j'aide à clarifier l'objectif de la personne et à la reconnecter à sa motivation profonde, on va dire, parce que c'est un vecteur puissant pour changer. Et je l'accompagne dans ce plan qu'on a conçu ensemble, c'est-à-dire c'est vraiment une collaboration. Il faut se sentir bien avec son coach, ça c'est sûr, parce que notamment dans le rééquilibrage alimentaire et dans le changement des habitudes, c'est un travail quand même de longue haleine. Donc pour moi, un coach, c'est en même temps accélérer le changement, parce qu'il faut le petit kick, parce qu'on n'a pas toutes les clés, donc on a parlé de beaucoup de clés, et surtout l'installer dans la durée. Parce que on a beau faire, on a parlé de cette histoire de volonté, très vite on retombe on retombe à ses mauvaises habitudes et à ses anciens schémas de façon de faire, on va dire. Dès que quelque chose d'autre se passe, le petit grain de sel dont je parlais, le petit grain de sable, pardon, se met dans le rouage. Donc c'est un accélérateur de réussite pour moi. On est stimulé et motivé tout le long.
et on devient donc acteur principal de sa propre réussite. Donc voilà, donc c'est dans l'accompagnement nutritionnel, c'est on modifie en douceur, je dirais avec plaisir, la vision de l'alimentation. Merci. Merci Magali. Et moi, je notais juste que c'est très intéressant comme plateforme parce que bon, je sais qu'en France, moi j'ai une pratique ici aux États-Unis et que le coaching est quelque chose de complètement acquis et qu'en France, le coaching nutritionnel, c'est un petit peu, c'est un peu un doute. Hein, pourquoi Donc, je pense que ça démocratise beaucoup le coaching. Ça permet effectivement, avec cet écran, de passer à l'acte plus vite. Ça permet aussi, quand on suit une conférence comme ça, de se dire je vais demander un conseil à un tel, parce que c'est un budget aussi de rentrer dans une vraie de changement. Et que donc, ça permet de faire au début un petit peu son marché pour aller vers ce qui nous correspond le mieux. Et je trouve ça très, très bien. Donc, voilà. Super, merci Magali. Myriam, quelle est ta vision du coaching et l'intérêt de cette plateforme My Private Coach App? Oui, alors moi je trouve ça génial parce que en fait ça permet d'avoir au quotidien un support, se sentir écoutée, comprise, avoir des astuces auxquelles on n'aurait pas pensé, avoir plus facilement des réponses aux questions auxquelles on peut se poser. Alors, et en fait il y a tellement d'informations maintenant sur Internet que les gens sont complètement perdus justement. Il y a trop d'infos. Donc c'est quoi qui est vrai, c'est quoi qui est faux, voilà. Après, il y a des gens qui n'y connaissent rien, mais en fait, finalement, tout le monde a essayé plein de choses, mais il y a le phénomène yo-yo. Donc, en fait, le coaching, ça va permettre justement la réussite dans la durée, puisque nous, ce qu'on veut installer, c'est une nouvelle hygiène de vie. Hein, c'est les nouvelles habitudes. Alors que quand on est seul, on essaye de faire seul, ça ne marche pas dans la durée. Et comme j'ai dit tout à l'heure, le cerveau, il va revenir comme avant, voire pire. Le phénomène yo-yo. Donc, l'intérêt du coaching, c'est ça. Et l'intérêt de cette plateforme, c'est d'avoir vraiment très rapidement quelqu'un qui peut répondre à l'instant T à notre question. C'est pour ça que je trouve ça génial, My Private Coach. Voilà. Merci beaucoup, Myriam. Véronique, tu as un peu le mot de la fin, mais je veux bien que tu... Oui, alors le coaching en nutrition, pour moi, c'est essentiel. C'est un accompagnement, c'est un travail qui se fait à deux, c'est-à-dire qu'il faut effectivement connaître la personne et avoir une affinité avec la personne. C'est la protection de la santé par justement la bonne alimentation, le bon aliment au bon moment. Moi, je suis très branchée alimentation hypotoxique, je suis très branchée fasting, c'est-à-dire jeûne sur de courtes périodes et non pas sur de longues périodes parce que c'est protecteur de notre santé. Donc, il y a plein de choses à faire. Le coaching en ligne, moi, j'y pensais depuis un moment puisque je faisais beaucoup de face à face depuis une vingtaine d'années. Je trouvais que c'était dans l'air du temps et c'est la période du confinement qui, je pense, a fait réaliser pas mal de choses à pas mal de monde. Moi, la première, c'est-à-dire qu'au travers d'un écran, il y a beaucoup de choses qui pouvaient se faire. Et notamment, moi, dans ma pratique, je trouve que c'est important puisque je réalise qu'il y a plus de choses qui se passent. C'est plus facile. Les gens se lâchent peut-être un peu plus en exprimant des choses qu'ils n'auraient peut-être pas faites, puis c'est accessible. Donc, je trouve que la plateforme de My Private Coach est extrêmement intéressante parce qu'elle va pouvoir regrouper tout type de coaching et dans une même spécialité comme la nutrition, chacune peut avoir sa spécificité et c'est ce qu'on voit au travers de nos 3 types d'exercices et de nos personnalités qui sont différentes mais complètement complémentaires. Comme je le disais, je suis médecin nutritionniste, je travaille régulièrement avec des hypnothérapeutes parce qu'elles ont des clés qui sont totalement complémentaires de ce que je fais et avec des naturopathes qui me permettent aussi de travailler sur quelque chose que je ne ferai pas moi-même. Donc, je trouve que cette plateforme est tout à fait géniale. Merci beaucoup Véronique et en effet c'est aussi le but, je pense que cette conférence elle est aussi venue du confinement, du déconfinement et d'un besoin croissant de démocratiser le coaching et d'aider les gens qui étaient chez eux et qui ne pouvaient pas sortir. Donc, on s'est, je pense, toutes rendu compte dans nos pratiques que ce confinement, et même si le déconfinement a beaucoup changé et ça a ouvert le champ des possibles aussi.
Donc, je vous remercie. Merci beaucoup, Véronique. Merci beaucoup, Magali. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Myriam. Encore une fois, on peut vous retrouver sur la plateforme. On va mettre dans le chat en live vos liens. Et je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end et à très bientôt.